Aujourd'hui à RPM, un véhicule 3 rangées à vocation familiale, le nouveau Hyundai Santa Fe. On ne reviendra pas sur le fait que le nouveau Santa Fe est complètement différent des générations qui l'ont précédé, mais il y a quand même deux véhicules qu'on voit assez rapidement dans cette nouvelle génération. Oui, bien, évidemment, c'est pas possible toujours de réinventer le style. On puise des inspirations à gauche, à droite. Et moi, dans ce véhicule-là, je vois le Ford Flex principalement à l'avant, notamment à cause de la forme des phares, très rectangulaire, mais aussi la forme de la calandre qui jointe les deux phares, très rectangulaire encore une fois. Ça fait vraiment penser au Ford Flex de 2009. Ça fait quand même 15 ans. Mais puisqu'on est chez Hyundai, on ajoute des détails. Évidemment, là, quand on regarde la multitude de modèles du constructeur, on ajoute tout le temps des détails et le Santa Fe n'y fait pas exception, notamment à l'avant, dans les blocs optiques. On a les phares de jour qui sont en forme de H, H pour Hyundai, je vous le donne en mille, bien sûr. On a aussi une ligne illuminée qui jointe les deux phares. Ça, c'est de moins en moins original, en fait, parce qu'on retrouve ça de plus en plus dans l'industrie. Tous les véhicules adoptent ça. Donc, à un moment donné, ça perd un peu de son effet. Tu as souvent parlé de millefeuille, hein? Oui. Il y a 9 bandes différentes juste dans cette section-là. Oui, évidemment, bon, les phares, la calandre, on en a beaucoup parlé, mais quand on va dans le bas, il y a beaucoup de couches et plusieurs textures aussi. Bon, la texture dans la calandre, bon, c'est inévitable. Il y a 3-4 formes de texture qu'on retrouve ici. Un peu plus bas, on a les volets actifs qui, dans le cas présent, sont fermés, mais qui, quand vous allez rouler, vont s'ouvrir pour dégager le beau radiateur en arrière. Vous allez voir, c'est très beau. Il y en a d'autres en bas aussi. Il y en a d'autres en bas. La même texture que la calandre. On a des barres verticales aussi un peu plus bas. Une multitude d'éléments aussi dans le coin du pare-choc. Donc, on a plusieurs pièces de plastique. Et j'ose même pas imaginer ce que ça coûterait si jamais on a un accident ou ne serait-ce qu'un simple accrochage avec le véhicule parce que c'est très exposé à l'avant du produit. C'est la version Ultimate Calligraphy, mais il y a une version qui est destinée plus au hors-route, qui se distingue également. Bien, cette version-là est évidemment la plus équipée, la plus luxueuse en apparence. On la reconnaît avec ses roues de 21 pouces. Mais la version XRT de milieu de gamme, on met vraiment l'accent sur le côté hors-route, comme c'est très répandu dans l'industrie du côté des concurrents. Donc, une version qui va se distinguer principalement par son style avec des arches de roues de couleur contrastante, noir mat, des roues de 18 pouces munies de pneus hors-route, pour justement donner des meilleures capacités au véhicule. Plaque de protection à l'avant, mais aussi une suspension qui est relevée. Donc, ça change quand même pas mal l'apparence. Pas mal plus aventurière que celle-ci, qui a plutôt une vocation urbaine. On a fait mention du Ford Flex, mais là, sur le côté, c'est le Land Rover Defender qui nous saute au visage. Effectivement, à cause de la carrure du véhicule, c'est très frappant. Ça permet au constructeur d'ajouter une troisième rangée de sièges à bord, donc maintenant un véhicule à 3 rangées, comme c'était le cas déjà précédemment avec le Santa Fe XL. On revient peut-être un peu aux sources avec cet aspect-là. Ça améliore également le côté pratique à bord du véhicule sans détériorer le coefficient aérodynamique. Et ça, c'est intéressant parce que malgré le fait qu'il soit très carré, assez haut, ce qui détériore généralement la pénétration dans l'air, on a un coefficient de traînée de 0,29, ce qui est tout à fait excellent pour un véhicule de cette taille-là. Il y a une astuce sur le côté qui attire quand même notre attention. Oui, bien, on a une poignée qui est intégrée maintenant dans le pilier C qui permet de monter facilement sur le toit pour accéder à la galerie de toit, justement, pour installer un paquet d'accessoires. Et il faut savoir que cette poignée-là est verrouillable. Donc, si vous voulez limiter l'accès pour toutes sortes de raisons, vous pouvez la verrouiller par l'intérieur du véhicule. Genre pas que les enfants se pendent après? Exactement. Et ça me permet de dire, justement, que tous les Santa Fe ont la galerie de toit de série, ce qui confirme peut-être le côté un peu plus aventurier que le constructeur tente de donner à ce produit-là. Bon, là, je suis à l'arrière, franc, feu de position très bas. Ouais. Et je suis incapable de passer par-dessus cette partie-là. C'est affreux. Oui, on a voulu peut-être prolonger le feu sur le côté du véhicule, mais quand je le regarde de mon point de vue, je me dis, qu'est-ce que ça fait là? Il n'y a absolument aucun élément éclairant dans cette portion-là. Ça pourrait carrément être enlevé. Évidemment, quand on va vers l'arrière, on a les feux de position qui sont assez typiques, assez uniques à ce modèle-là. Et la carrure également de l'arrière du véhicule, c'est assez frappant, merci, mais hélas, je me rends compte que le constructeur a eu de la misère à intégrer ce haillon à l'arrière du véhicule parce que la finition ici, ça dépasse. Il y a vraiment quelque chose de mal conçu, de mal intégré à l'arrière et ce sera pas beau sans doute à long terme parce que ça risque d'user la carrosserie prématurément. Bon, il y a un élément visuel qui est très frappant là, à la maison où vous devez vous demander quand on va en parler.
La couleur. La couleur, évidemment. Cette couleur est unique à cette version-là. Ultimate Calligraphy, 1500 $ que ça coûte. Et pour tous les Santa Fe, à peu près toutes les couleurs, sauf le blanc, ça coûte quelque chose. Il faut noter que les versions hybrides d'entrée de gamme et les versions moteur 2.5 ont deux palettes de couleurs complètement différentes, pour la simple raison que les versions 2.5 sont assemblées aux États-Unis et les versions hybrides sont assemblées en Corée du Sud. Et si vous regardez la palette de couleurs, on a vraiment beaucoup de choix. On a du vert, du orange, du bleu, du blanc, du gris, du noir, évidemment. Donc, il y a beaucoup de choix de ce côté-là. Il faut souligner ça parce qu'il y a certains constructeurs qui ont plutôt une approche monochrome et ça fait du bien d'avoir un peu de couleur dans l'industrie automobile. Parlant de couleur et de peinture, finition et épaisseur. Bien, la finition, le seul élément qui choque, j'en ai déjà parlé, c'est le haillon qui déborde. Pour le reste, c'est bien assemblé, c'est fait de façon solide, les écarts sont constants entre les panneaux et la peinture, qualité moyenne, comme d'habitude chez Hyundai. La carrure du véhicule à l'extérieur est payante quand on monte à bord du véhicule, mais aussi quand on est installé parce qu'on a un bon dégagement pour la tête, les épaules, les jambes. On se sent bien à bord du véhicule, d'autant plus qu'on a des sièges qui sont de bonne qualité avec un cuir Nappa dans le cas de la version Ultimate Calligraphy. On a des bons supports pour les jambes, même chose pour le dos, une bonne amplitude de réglage, un bon support lombaire également. Dans le cas de cette version-là spécifique, qui est la plus équipée, évidemment, on a un siège à relaxation. Donc, le dossier va s'incliner. On va avoir un repose-pied qui va se soulever. Pour ce qui est du volant, maintenant, on a pris notre inspiration un peu comme à l'extérieur, du côté de chez Land Rover. Tiens, donc une approche qui est très carrée au centre, qui fait penser beaucoup au Range Rover Sport d'il y a quelques années. Des commandes aussi qui sont détachées du centre du volant. Mais les gens habitués à conduire un véhicule Hyundai, vous allez facilement retrouver vos repères parce que les commandes sont faciles à contrôler, faciles à manipuler et assez logiques dans leur fonctionnement. L'aspect numérique, maintenant, ça, c'est intéressant parce que, vous savez, du côté de chez Hyundai et même du côté de chez Kia, on a adopté les écrans partout depuis déjà quelques années. On a retravaillé l'interface, autant pour l'instrumentation que l'infodivertissement. C'est arrivé avec le Kona l'année passée. Mais hélas, je trouve qu'on n'a pas poussé le bouchon. On a toujours deux cadrans latéraux et on peut à peu près juste jouer avec ce qui se trouve au centre. OK, on peut changer la présentation en fonction du mode de conduite. On peut adopter peut-être une approche un peu plus classique ou un peu plus épuré, mais on a plus de possibilités que ça. On a juste à regarder du côté de chez Volkswagen, où on a vraiment beaucoup de présentations disponibles, même la possibilité d'avoir la carte. Je pense qu'on devrait pousser le bouchon un peu plus du côté de chez Hyundai et offrir cet aspect-là, parce qu'on a justement la possibilité de l'offrir. On a dans cette version-là un affichage tête haute de 12 pouces, bien présenté, facile à lire. Et au centre, c'est la même chose pour le système d'infodivertissement. On l'a retravaillé. Et l'ajout principal, je trouve, c'est la page d'accueil qui permet de regrouper facilement, d'avoir une bonne vue sur la carte, la station de radio ou ce que vous écoutez à tout le moins via la chaîne audio, qui est de très bonne qualité d'ailleurs, à 12 haut-parleurs, et même le téléphone. Donc, tout est concentré là. Pour les autres fonctionnalités, on change de page et là, on se ramasse avec des icônes qui sont malheureusement tous pareilles. Il n'y a pas de couleur vraiment. Et on devrait être capable de repérer plus facilement les icônes. On a toutefois ajouté une page de commande rapide qui nous permet de moduler, de modifier certains réglages facilement. Ça, je trouve que c'est bien intégré. On a la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On est arrivé avec ça chez Hyundai pour cet écran-là l'année passée et on l'intègre ici dans le Santa Fe. Commandes de climatisation qui sont classiques, bien présentées dans une appli qui est inclinée, facile d'accès, mais je trouve qu'on a encore beaucoup de boutons. On aurait moyen de libérer ça un peu, de rendre ça un peu plus épuré. Et quand on descend un peu plus bas dans la console, là, il y a quelque chose d'intéressant. On a ajouté 2 chargeurs par induction pour téléphone intelligent, uniquement dans la version Ultimate Calligraphy. On retrouvait ça du côté de chez Tesla, entre autres, mais plutôt rare du côté des marques généralistes. Mais il y a 2 affaires qui ne marchent pas avec ça, à mon avis. Premièrement, s'il y a un rayon de soleil qui est orienté juste à la bonne place, vous allez l'avoir dans le visage. Et deuxièmement, quand on conduit, c'est facile de détourner son regard de la route pour regarder le téléphone si on reçoit un message, un courriel. Donc, peut-être que certaines personnes vont aimer cet aspect-là, mais du côté des distractions sur la route, ça ne marche pas du tout. Moi, j'aurais peut-être privilégié une approche où le chargeur aurait été peut-être plus à l'arrière ou même de manière verticale. Ça aurait limité, en tout cas, la possibilité de regarder le téléphone en roulant. Et il y a un autre aspect pour la fonctionnalité qui est le fun, c'est l'accoudoir central. On peut le relever comme ça, on peut l'ouvrir également à partir de l'arrière. Et quand on regarde tout ça à l'intérieur, on a un petit plateau qu'on peut enlever qui donne accès à un autre espace de
rangement plus creux. Et par un tiroir qui sort vers l'arrière, ça donne en plus accès à un autre espace de rangement qui est caché ici en dessous de la console. Donc, on a vraiment maximisé l'espace à bord du véhicule pour, justement, avoir plus de solutions de rangement. Vous avez ici un coffre à gants qui, dans la version Ultimate Calligraphy, est un stérilisateur UV. Donc, vous placez ce que vous voulez, un téléphone, des gants, un masque, et vous appuyez sur ce bouton-là ici, et le stérilisateur prend 10 minutes pour enlever jusqu'à 99,9 % des germes. On comprend bien que cette fonctionnalité a été pensée dans le cadre d'une pandémie mondiale, mais j'imagine que certaines personnes vont y trouver leur compte. Espace de rangement, rapidement, vous avez une tablette devant le passager qui est très pratique. Un bon espace également dans les portières. Mais je pense qu'il faut vraiment parler de l'ambiance à bord du véhicule. Le tableau de bord est bas, on se sent dégagé. La qualité des matériaux également est très bonne. C'est assemblé avec sérieux. On a beaucoup de textures, beaucoup de matériaux différents. Ça donne une apparence qui est riche, un bon éclairage d'ambiance aussi, multicolore. Donc, on peut vraiment avoir l'ambiance qu'on veut à bord du véhicule. C'est franchement réussi. Hey, parlez-moi de ça, une porte qui ouvre grand avec un grand angle. Franchement, ça, c'est 100 %. Beaucoup de place à la deuxième rangée. Les dégagements sont gigantesques. Comme on dit si bien, je descendrai en Floride assis ici. Beaucoup de place. Et là, c'est sûr que le siège est placé pour Sam, mais même là, beaucoup de dégagement pour les jambes. Et vous pouvez aussi jouer avec la banquette. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant. Confort du siège. Bon, vu qu'on est dans la version Ultimate Calligraphy, j'aurais peut-être apprécié qu'on mette un petit peu plus de support parce qu'on a 2 sièges baquets. Il faut d'ailleurs savoir que seule cette version-là vient avec cette configuration-là. Toutes les autres, ce sera une banquette à 3 places. Vous gagnez une place, mais vous allez peut-être perdre un petit peu en confort. Il y a une des choses qui est plutôt inhabituelle à l'arrière ici. De manière générale, les Coréens nous habituent à nous farder d'éléments de luxe et de confort, et là, c'est plutôt limité. On a quelques astuces, dont le fameux tiroir auquel Samuel faisait référence un peu plus tôt. C'est quand même bien pensé. Des crochets aussi pour mettre des sacs. Pour ce qui est de la climatisation, il y a bel et bien 3 zones, mais la gestion se passe pratiquement toute à l'avant. Impossible à l'arrière de gérer la température. Par contre, ce qu'on peut gérer à partir de cette zone-ci, c'est la puissance de la ventilation avec une molette qui est dans la 3e rangée. Donc, c'est totalement contre-intuitif. Pourquoi pas ajouter une zone de climatisation sur le pavillon toit? Me semble que c'est assez logique. Au niveau de la visibilité, configuration extérieure oblige très grande fenestration, très droite aussi. Côté luminosité, il y a un aspect qui est quand même intéressant. Il y a un toit panoramique à l'arrière. Il est complètement scindé de celui de l'avant, qui, lui, est ouvrant. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même intéressant. Mais on a vraiment une belle clarté à bord. Ça, j'aime ça. Le Santa Fe est un véhicule à 6 ou 7 places. Je vais vous montrer comment on prend place à l'arrière. On appuie sur le bouton ici. Ça glisse. Là, c'est un petit peu long. On peut y aller. Évidemment, ça demande un peu de contorsion. Caractéristique qui est intéressante, vous pouvez ajuster de manière très peu élégante le dossier, mais je vous confirme que je n'irai pas en Floride assis ici. Maintenant, en matière de volume de coffre de base, on est à 424 litres, ce qui n'est pas super gros. Si vous rabattez cette dite 3e banquette, là, vous passez à 1148 litres, ce qui est beaucoup plus décent. Et si vous rabattez l'ensemble des sièges de la section arrière, là, vous passez à 2268 litres. Vous avez avec tout ça un beau plancher plat très fonctionnel et en plus, vous êtes au-dessus de la moyenne du segment. Merci beaucoup, Michael. Samuel, on est sur la piste. Bon, on sait, le Santa Fe, une approche qui est complètement différente. Oui. Et on espère qu'au change, on va aussi dynamiser le produit. Oui, effectivement, parce qu'on se rappelle que le précédent était plutôt pantouflard, plutôt ennuyant à conduire. En Fentex, je dirais. À peu près. Et pour aller tester, si c'est un peu plus dynamique, on s'en va dans le véhicule. On a 120 kilos de plus que dans l'ancienne génération et la même motorisation. Oui, et c'est là qu'on va voir ce qui est capable de livrer justement comme performance cette motorisation-là. Bien sûr, c'est un véhicule à 3 rangées maintenant, donc doit avoir quand même une bonne performance. Capacité de remorquage, on est à 3500 livres dans le cas de cette version-là. Ouais. Ça nous prend donc de la puissance. Ouais. Et pour voir ce que le moteur a dans le ventre, je mets le mode sport. Oui. Je mets le pied au plancher, on voit ce que ça donne. Excellent départ. Ça donne pas grand-chose. Il y a de la vibration au premier rapport, c'est vraiment curieux. Et on sent le transfert de poids en plus vers l'arrière. Il y a une nez encore dans les airs. Oui.
Bon, 2, 3e rapport, ça se passe fluidement. Par contre, ça, c'est bon. Une fois qu'on est décollé, la transmission travaille bien. C'est vraiment au départ. Le double embrayage fonctionne. Là. Oui, exactement. Pour ce qui est du temps, 7 secondes pour le 0-100. Ah, bien, c'est bon parce qu'au démarrage, moi, je me suis dit on s'enligne sur un 8-9, mais finalement, la turbocompression en bas. Oui, c'est ça. Il y a un délai d'action au départ, mais quand on est lancé, la performance est là. Il y a au moins ça de bon. Bon, autre test? Oui, on fait le 100 km/h, 0 et que ça plonge. Tu vois, là, au départ, on a eu un transfert de poids vers l'arrière, puis là, on l'a eu vers l'avant, au freinage. C'est un véhicule qui est haut, somme toute, donc il y a vraiment un transfert de poids qui est important. Mais sérieux, les suspensions, là, ça lève bien trop, puis pourtant, ça m'étonne parce qu'il n'y a pas un très haut débattement au niveau des suspensions pour que ce mouvement-là soit aussi fort. Oui, surtout de l'intérieur, on sent vraiment on perd quasiment l'équilibre du véhicule. Là. Oui, carrément. Trajectoire, c'est bon, il n'y a pas de louvoiement non plus. Sensation dans la pédale de frein, c'est bon également. On a une bonne course, je sens l'ABS travailler. Ça, c'est sécurisant de ce côté-là. Pour ce qui est de la distance, on est à 39,4 mètres. Dans la moyenne... On est sur la ligne, littéralement. On est sur la ligne parce que, comme on disait au début, si on ajoute de la famille, bon, remorque, tout ça, rapidement, le véhicule, j'ai l'impression qu'il va être dépassé. J'ai ce feeling-là aussi. Tu voulais voir si le Santa Fe avait un comportement dynamique, ben c'est là qu'on va voir ça dans l'épreuve de slalom. Moi, je sais que tu vas me gâter, là. Ben, on est là pour ça. On va le tester jusqu'au bout. Ben oui. Bon, les cônes étroits d'abord. Oh boy! Et il y a des mouvements de caisse très prononcés. Quand même un bon contrôle avec la direction, par contre. Je la trouve précise. Je sens rien, par contre. Mais là, c'est le sous-virage. Hein, dans les cônes plus larges, là, beaucoup de sous-virage. J'ai pas le choix de réduire ma vitesse pour garder un certain contrôle du véhicule. Et malgré ça, le tu réduis pas mal, là. Ouais, je suis autour de 40 km/h. C'est vraiment difficile. Ouais. Mais il te manque de bras, là. Littéralement, la direction est très, très démultipliée. Oui, démultipliée. Ce qui fait que, bon, au centre, on a quand même une bonne précision. On est capable de garder le contrôle, mais quand on va dans les extrêmes, il en manque un peu. Oui, écoute, là, t'étais rendu que tu cherchais des épaules de plus aussi, là. Puis, un sous-virage qui est très prononcé, les mouvements de caisse qui sont très prononcés, et ces deux éléments-là sont reliés ensemble parce que quand on a un transfert de poids qui est important, ça donne beaucoup de pression à la roue qui est à l'extérieur du virage. Et là, ça impose un sous-virage nécessairement. Ça ajoute le virage en plus, donc la pression va nécessairement vers l'extérieur. Vers la roue extérieure. Bon, disons que c'est pas top, là. Ben, on parlait de dynamisme, mais je pense qu'il est bye-bye, là. Il y en a pas, là. On n'est pas en mode dynamisme, on est plutôt en mode pantouflard. D'ailleurs, parlant de dynamisme, moi, je vais te laisser faire l'évitement d'obstacles. OK, garde bien ça. L'évitement d'obstacles, maintenant, avec le Hyundai Santa Fe, c'est une manœuvre complexe. À 90 km/h, on a vu que la suspension était plutôt molle. Les freins limitent aussi. Bon, c'est parti pour l'évitement d'obstacles et c'est sûr qu'en ce moment, il est content de ne pas être dans la version XRT avec la garde au sol relevée. Là, il est juste à 7 pouces. J'avoue avoir un peu peur du résultat. On le fait à 90 km/h avec tous les systèmes de stabilité activés. Et monsieur... Je m'attendais à ce que les suspensions nuisent à l'épreuve. Pas du tout, finalement. Le véhicule a resté composé. Ça a pas... Même la distance de freinage est beaucoup plus courte que ce qu'on est habitué de voir avec les Coréens d'habitude. Franchement, ça a bien été. J'ai hâte d'avoir ses sensations, lui, comment ça s'est passé à l'intérieur. Ça brasse de tous bords, tous côtés. Sous-virage très important au premier braquage. La carrosserie était vraiment déstabilisée, mais j'ai pas accroché le cône de l'obstacle. Je suis venu à bout de garder la maîtrise du véhicule pour éviter la ligne de cône qui est à ma droite. C'est une épreuve qui est réussie avec le Santa Fe pour l'évitement d'obstacles. Et bien, de l'extérieur, ça s'est quand même bien passé. J'ai peut-être senti un peu de résistance au premier braquage. Oui. Peut-être un petit peu de fumée de l'autre côté. Bien, c'est ce qui est arrivé, en fait. C'est qu'au premier braquage, l'avant s'est carrément pas accroché à l'asphalte. Oui. Beaucoup de sous-virages, puis ça a occasionné vraiment des mouvements de caisse assez prononcés. On l'a senti danser. On l'a senti danser un peu, mais ça s'est rapidement restabilisé. Au deuxième braquage, ça a bien été. Oui.
Et ce qui m'a étonné beaucoup, c'est que j'ai pas perdu de force de freinage. Tu sais, avec dans les années passées, avec les produits sud-coréens, on manquait vraiment de force de freinage. C'est comme le pédalier devient très dur. Ouais, le système ABS relâche la pression pour stabiliser le véhicule. Bon, mais là, j'ai pas perdu de force de freinage. Ça fait que j'ai une distance qui est tout à fait raisonnable par rapport au compte. T'as pas frappé l'obstacle, t'as une bonne distance de freinage. Ouais, ça brosse un peu au début, mais hormis ça, c'est réussi. Là. Bon, mais non, la preuve qui nous écoute. Freinage automatique d'urgence avec le Hyundai Santa Fe à 60 km/h. Il est équipé d'une caméra et d'un radar à l'avant du véhicule. Les paramètres de fonctionnement, dans le cas d'un véhicule, il devrait arrêter si on roule entre 10 et 100 km/h. Et si on parle de cyclistes ou de piétons, 10 à 65 km/h. Le véhicule est également équipé d'une fonctionnalité d'évitement de collision frontale dans le cas de franchissement d'une intersection ou en virage. Une exclusivité quand même. OK, alerte, freinage, et là. OK, donc, alerte, vous l'avez bien entendu, j'ai eu un avertissement dans l'instrumentation, dans l'affichage tête haute. Il y a un freinage qui s'est initié. Pas tout à fait assez tôt, ce qui fait que j'ai frappé même très légèrement l'obstacle. Donc, pour le freinage automatique d'urgence, c'est échoué. Maintenant, on s'en va sur la route. Samuel, moi, mon premier constat assis dans le véhicule, c'est qu'on n'a pas du tout la même expérience au niveau de la sensation de grosseur de véhicule et de configuration. Non, absolument. Par rapport à l'ancienne génération, on a un pare-brise qui est beaucoup plus droit, une carrure aussi de la carrosserie qui donne vraiment l'impression d'être assis dans une boîte quasiment. Avec VUS. Oui, beaucoup plus VUS. On le voyait à l'extérieur, puis à l'intérieur, ça paraît aussi. Oui. Capot qui est très plat. Excellente visibilité aussi. Regarde le rétroviseur qui est sur l'épaule de la portière. Ça dégage vraiment une bonne visibilité latérale. Oui. C'est à l'arrière que c'est plus difficile, honnêtement, avec le pilier C qui est assez massif. Appui-tête aussi qui vient nuire à la visibilité. Il y en a quelques-uns. Oui, c'est ça. Mais on a quand même un rétroviseur central numérique avec une caméra qui est placée à l'arrière. Ça élimine pratiquement tous les angles morts vers l'arrière du véhicule. On aime beaucoup ça. Là, on va parler tout de suite de la transmission. Oui. Parce que la 8 rapport double embrayage chez Hyundai, historiquement, c'est pas, en bon français, c'est pas vargeux. C'est pas vargeux. Mais là, tu vois, je viens de faire une accélération. On roulait, j'ai accéléré pour reprendre la vitesse. Elle travaille bien dans ce contexte-là. Ça, c'est vraiment pas un problème. C'est quand on est à basse vitesse ou en ville, elle se fait attendre beaucoup. Bon. Le temps que l'embrayage le colle ensemble, puis qu'ensuite, qu'on puisse avancer à cause de la turbocompression aussi, qu'il y a un délai. Il y a vraiment un délai d'action. Ça peut être vraiment tannant quand on veut faire un déplacement rapide là, pour s'insérer dans la circulation, par exemple. Fait que dans ce cas-là, plus ça change, plus c'est pareil, finalement. Oui, c'est ça. Mes moteurs, par contre, son rendement, c'est pas mauvais. Là. Non, ça, c'est bon. On a du couple à bas régime. Ça, c'est une bonne chose. Plus de 300 livres-pieds de couple et ça paraît. Ouais. Sonorité du moteur qui est pas terrible, mais au moins, le véhicule est bien insonorisé. Ouais. Fait que le son reste quand même assez à l'extérieur du véhicule. On a vraiment un effet très cocon à bord du produit. Oui. Bon, les Coréens, on le sait, d'habitude, eux autres, il y a un festival de mode de conduite. Puis tout ça change-tu réellement quelque chose dans le Santa Fe? On a le mode normal, on a le mode sport qui va raffermir un peu la direction, changer un peu la programmation de la transmission. On a aussi le mode My Drive qu'on peut personnaliser là, comme on veut. Ouais. Puis honnêtement, ça change pas grand-chose entre les modes. Par contre, si vous allez dans les modes terrain, donc neige, boue et sable, là, il va avoir un impact sur la distribution de la puissance via le rouage intégral. En fonction des essieux. Là. Oui, mais ce sera pas nécessairement pour améliorer le plaisir au volant. Là. Non, on n'est pas là du tout. Ouais. Vraiment un véhicule qui mise plutôt sur le confort que l'agrément de conduite. Bon, puis les Coréens, là, on a le modèle complètement équipé, le tout garni du Santa Fe, et il est fardé d'aide et d'assistance à la conduite. Oui, on a bien sûr la conduite semi-autonome sur autoroute. Elle marche-tu, elle? Ça fonctionne assez bien de jour, parce que de nuit, on dirait que perd ses repères. Plus difficile de voir loin, évidemment. Même si on a, caméra, radar, tout ça, c'est pas suffisant. De jour, ça fonctionne bien. On a la capacité de faire des changements de voie automatiques. On enclenche le clignotant, ça se fait automatiquement. Fonctionne assez bien, assez fluide quand même. Ouais, et une astuce que j'aime bien, c'est que pour les gens qui sont habitués à ces systèmes-là, le véhicule va vous demander souvent, tu sais, donne un petit coup de volant, dis-moi que tu es encore présent au volant. Et bien, avec le Santa Fe, on a un système qui va ressentir le fait qu'on touche le volant. Donc, pas besoin de donner un petit coup de volant pour dire « je suis toujours là ». Il sent qu'on a les mains sur le volant, donc c'est moins fatigant, moins tannant, moins intrusif comme système.
le véhicule est assez aérodynamique, on l'a vu en présentation. Est-ce que sa consommation est bonne maintenant? On est à 8,9 litres au 100 sur notre parcours de 140 km qui va mélanger la route, la ville, l'autoroute. Ouais. Donc, la transmission est peut-être tannante, mais elle nous donne sans doute un coup de main en matière de consommation parce qu'à 8,9, c'est plutôt bon pour un véhicule de ce format. Bon, Samuel, résume-moi les points positifs et négatifs. Point positif d'abord, habitacle qui est réussi, consommation d'essence qui est raisonnable et le roulement doux et confortable sur la route. Et point négatif maintenant, transmission automatique qui est hésitante, l'encombrement du véhicule qui est quand même assez important et surtout l'indisponibilité de la motorisation hybride dans toutes les versions. Quelle motorisation tu prendrais, toi? Moi, je prendrais la motorisation hybride parce qu'elle valorise une faible consommation de carburant et est tout à fait suffisante pour les performances requises pour un véhicule comme ça. Maintenant, est-ce qu'on recommande ou pas le produit? Compte tenu du fait que les mécaniques sont issus de la précédente génération, qui avait une bonne fiabilité, c'est un véhicule qu'on peut vous recommander.